Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Bienvenue à cette réunion publique de la France Insoumise, la première qu'on fait à Chantilly. Bon, je me présente en quelques mots. En premier lieu, je vous présente Julie Denès, qui va être suppléante aux législatives sur la 4e circonscription qui inclut Chantilly. Moi-même, donc Martin Battaglia, qui va être candidat aux législatives sur la 4e circonscription. Aujourd'hui, on ne va pas parler spécifiquement de ma candidature, je vais vous parler du programme de la France Insoumise, première échéance n'étant pas les législatives. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la France Insoumise déjà? Pourquoi moi, je suis convaincu par ce programme et pourquoi je le porte et pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui pour vous en parler? C'est un programme qui met l'humain, l'humanisme, au centre du problème et au centre de la solution aussi. Parce que l'intérêt général est plus important que l'intérêt particulier. L'intérêt des citoyens est plus important que l'intérêt des actionnaires. En effet, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a une vraie urgence sociale avec une répartition des richesses qui est complètement inadéquate. Le monde est de plus en plus riche. Bon, la croissance de la France n'est pas fantastique en ce moment, mais globalement, la croissance du monde existe, et elle est supérieure à la croissance démographique. Donc pourquoi y a-t-il de plus en plus de pauvres? En premier lieu, parce qu'il y a de plus en plus de riches. Et les riches sont de plus en plus riches. Pour vous donner quelques petits chiffres, il y a un rapport de l'Oxfam, une ONG qui est sorti récemment, qui dit que 8 milliardaires dans le monde possèdent plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc 8 personnes possèdent plus de richesses que 3,5 milliards de personnes. Le pourcent le plus riche de la population mondiale possède 93% des richesses. Rien qu'en France, 21 milliardaires possèdent plus que 20 millions de Français. Et pourtant, on a un pays où, effectivement, les riches. Quand on voit qu'en France, il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs, 150 000 personnes dans la rue, 500 personnes qui meurent de misère dans la rue tous les ans. On ne peut pas admettre ça. Et pourtant, la richesse, elle existe. Si on prend l'exemple du CAC 40, les plus grosses entreprises françaises, les plus grosses capitalisations en bourse, elles ont fait 75 milliards d'euros de bénéfices en 2016. Et sur ces 76 milliards, elles ont distribué 55 à leurs actionnaires. Les patrons de ces entreprises se sont augmentés de 18% en 2016 en moyenne. Alors je veux bien qu'ils fassent du bon travail, admettons. Mais s'ils font du bon travail, pourquoi les salaires n'augmentent pas? Pourquoi le chômage ne baisse pas? Pourquoi les entreprises françaises ne sont pas plus performantes? Et tout cet argent, où est-ce qu'il va? Bon, on peut parler du fait que la tranche d'imposition la plus haute est relativement faible. Alors, ceux qui la payent diront que c'est toujours trop. Mais on sait que, par exemple, aux États-Unis, jusqu'à l'ère Reagan, avant ça, la tranche d'imposition était montée dans certaines périodes à plus de 90%. L'imposition sur la dernière tranche. Et puis, même si on met des impôts, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une fraude fiscale en France qui est de 80 milliards d'euros, enfin 60 à 80 milliards selon les études. Pour l'anecdote, c'est le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que si tous les impôts qu'ils devaient payer, on pourrait mettre 2 éducations nationales. C'est aussi le déficit, accessoirement. C'est-à-dire que si personne ne fraudait l'impôt, la France ne serait pas en déficit. Alors, sur ce premier aspect du problème de répartition des richesses, comment est-ce qu'on peut traiter ça? Déjà, on va faire ce que propose la France Insoumise, c'est de mettre en place une nouvelle échelle de fiscalité des revenus. Donc plus juste, avec 14 tranches au lieu de 5 aujourd'hui. Et bon, avec une prise en compte de la CSG, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça veut dire que toute personne qui aujourd'hui touche moins de 4 000 € net, lui-même, hein, pas le revenu du foyer, lui-même en tant qu'individu, paiera moins d'impôts. Alors,
ça fait à peu près plus de 90% des Français. C'est quand même plutôt dans l'intérêt de tout le monde. Ceci sans diminuer le revenu fiscal global. Un moyen aussi de traiter un peu ce problème d'urgence sociale et de mieux répartir les richesses, c'est d'agir sur les revenus. À la fois en augmentant les revenus des plus faibles, c'est-à-dire la France Insoumise propose une augmentation du SMIC de 16% pour le porter à 1 326 € net, et aussi de porter les minima sociaux, tels que le minima vieillesse, donc la plus petite retraite qu'on peut toucher par exemple, ou l'allocation handicap au niveau du seuil de pauvreté. Reviens sur la retraite, excuse-moi. Sur la retraite. Le minimum vieillesse. Ouais, il est augmenté, il est prévu? Ouais, alors ce qui est prévu, c'est de l'augmenter au minimum du seuil de pauvreté, qu'en France à peu près 1 000 €. Ouais. Donc ceux qui étaient sous ce seuil vont être augmentés alors. Voilà. D'accord. Et c'est certain, ça, je l'ai pas vu. C'est dans le programme. On m'a posé la question l'autre fois, je n'étais pas sûr de quoi. C'est dans le programme. Okay. Un autre facteur, c'est de mettre un revenu maximum dans une entreprise. D'imposer 20 fois le salaire minimum. Alors si le salaire minimum de l'entreprise est au SMIC, ça fait aujourd'hui 33 000 € net par an. C'est pas mal. Franchement, on ne passe pas. Et puis ici, le patron augmente de 10%. Tout le monde est heureux. Le salaire le plus bas, il peut s'augmenter lui aussi de 10% au passage. Ouais, ouais. Alors, il y a aussi la tranche maximum qui sera assez confiscatoire, au-delà de 400 000 € par an. En gros, il ne faut pas que ça progresse trop vite, la France, quoi. Sinon, ils vont avoir mal en impôts, quoi. Par exemple, le gars qui touche 1 million, c'est la règle. Ben, il y aura un facteur 20, c'est-à-dire que si le gars il touche 1 million, ça veut dire que le salaire minimum, ça sera de 50 000 € par an, ça va. Après, je pense que ça va plutôt faire baisser les gros salaires qu'augmenter à 50 000 € le plus faible. Mais alors, ce qu'on va me dire, c'est que ça va accroître l'évasion fiscale. Alors, on va évidemment lutter contre l'évasion fiscale. La France Insoumise propose d'instaurer ce qui se fait aux États-Unis, qui est la fiscalité sur la nationalité. C'est-à-dire, on est français, si on réside ailleurs dans le monde, on paye les impôts qu'on doit payer localement, et si on paye moins que ce qu'on devrait payer en France, on paye la différence à la France. Ce que font les États-Unis, alors qu'on ne dise pas que c'est une mesure de communisme. Mais aussi, il ne suffit pas, parce que, par définition, la fraude, on ne la voit pas. Donc les gens chercheront toujours des moyens de frauder. Donc il faut lutter contre ça. Déjà, on va commencer par interdire aux banques de travailler avec les paradis fiscaux. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie récemment qui démontre que les 5 plus grandes banques françaises font un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, pour 7% de leurs effectifs et à peu près 10% ou 12% de leur chiffre d'affaires. Donc, il faut quand même se poser des questions sur la véracité, la représentativité de ce bénéfice par rapport à l'activité. Et la sanction, pour les banques qui continueront d'avoir des filiales, au Panama, aux îles Caïmans, au Luxembourg. Au Luxembourg. J'ai besoin d'aller chercher. Ce sera la suppression de la licence bancaire. C'est-à-dire que ce ne pourra plus être des banques. Ils ne pourront plus avoir d'activité de banque de dépôt. Et pour ça, on va renforcer les moyens de l'administration fiscale. Depuis des années, on réduit les moyens des gens qui chassent cette fraude. Il y a de moins en moins de personnes, donc forcément, de contrebande, enfin, de saisie. Et anecdotiquement, on va faire en sorte que la fraude fiscale soit traitée comme n'importe quel autre crime ou délit. C'est-à-dire que le parquet puisse s'autosaisir, que le juge d'instruction puisse lancer des enquêtes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un verrou à Bercy, c'est-à-dire que c'est le ministère des Finances qui décide de lancer toute enquête fiscale. C'est-à-dire que si le ministre des Finances décide que monsieur un tel, on va s'arranger d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas d'enquête. Donc il n'y a pas de procédure judiciaire, pas de condamnation. Il faut quand même être clair que la fraude fiscale, c'est un délit. C'est la justice de le prendre en place, de le prendre en main.
quand on parle de priorité à l'argent, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les choix énergétiques, industriels, sont guidés par une rentabilité à court terme. Et ça a un impact sur la société et sur, en particulier, l'environnement. Aujourd'hui, c'est rentable de polluer, à court terme. Si on intègre le coût sur la santé publique à long terme, c'est un autre domaine. S'en foutent. Mais toujours est-il qu'on constate que l'environnement se dégrade fortement. Les pics de pollution, on a eu un épisode cet hiver, sont devenus la norme, même ici où on est quand même dans une zone relativement rurale, campagnarde. Entre l'influence des grandes zones urbaines autour, l'Ain qui traverse l'aéroport de Roissy, on a quand même un seuil de pollution qui est très élevé. L'eau est polluée, ici comme ailleurs. L'air. Il y a eu une étude récemment là, qui est sortie. Ils ont pris 30 personnalités médiatiques, des journalistes, des gens comme ça dans la télé. Ils ont analysé leurs urines. Chez les 30 personnes, ils ont trouvé des traces de glyphosate dans les urines. Alors, les glyphosates, c'est du Roundup, c'est des pesticides. C'est une substance qui est classée cancérigène par l'OMS et par le Centre international de recherche contre le cancer. Et puis, il y a des études qui suggèrent que ça cause aussi des maladies endocriniennes, neurodégénératives, etc. Quand on parle de l'influence des pesticides, bon, il y a la santé humaine, évidemment, mais il y a la santé de l'écosystème lui-même, la biodiversité. Quel est l'impact des insecticides sur l'écosystème du sol, qui font la richesse et la fertilité d'un sol, ou sur les abeilles, par exemple, les pollinisateurs. Donc, on entend bien qu'aujourd'hui, l'alimentation même est devenue dangereuse, même quand on mange du bio. Mais bon, c'est quand même manger du bio d'un point de vue de la pollution dans l'alimentation. Et donc on veut changer ça. On veut changer ça. Donc la France Insoumise, déjà, elle propose d'interdire rapidement, immédiatement, les pesticides les plus dangereux. J'ai cité le Roundup, le glyphosate. Il y en a d'autres. Hein. Bon, faut savoir qu'à l'Europe, ça fait des années que ce dossier traîne et que l'action des grandes entreprises de l'agrochimie freine ça. Bayer rachète. Et il faut changer la façon dont on produit la nourriture. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Les agriculteurs, ça fait des décennies qu'on les a mis dans un système de production qu'ils utilisent. On les a formés comme ça, ils ont toujours fait comme ça. Enfin, il va falloir les accompagner de façon forte, mais on veut pousser au développement de l'agriculture biologique, de systèmes agricoles alternatifs de type agroforesterie, permaculture, qui ont, dans des expérimentations, démontré leur viabilité. Et il ne suffit pas de pousser les agriculteurs, il faut aussi leur trouver des débouchés. C'est-à-dire que si tout le monde produit du bio, mais que ça reste plus cher et que trop cher et que personne n'en achète, bon, l'augmentation du nombre d'agriculteurs, la professionnalisation de ces aspects-là va faire mécaniquement baisser les prix. Mais il faut leur donner des débouchés et ce qui inclut ce problème de santé publique, de bien nourrir nos enfants, on va imposer une alimentation progressivement, une alimentation d'eau dans la restauration collective, en particulier dans les écoles. Et puis de façon globale, on va favoriser les circuits courts. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien savoir d'où viennent les légumes, les œufs, la viande. Puisqu'on parle de viande, la viande, avant d'être de la viande, c'est des animaux. Alors, il y a plein d'agriculteurs qui font ça très bien, au respect de leurs animaux, qui les élèvent de façon respectueuse, mais on a aussi des élevages en patrie, des projets de ferme-usine, la ferme des 1000 vaches dans la région, on va entendre parler. Et ça, nous, on veut lutter contre. Un autre impact fort sur l'environnement, c'est l'énergie, la production d'énergie. Aujourd'hui, la majorité de l'électricité en France est produite par le nucléaire.
Le nucléaire, bon alors certes, ça ne dégage pas de CO2, si on ne prend pas en compte l'extraction et le transport de l'uranium, qui en dégage. Mais ça crée des déchets dont personne ne sait quoi faire. On a 10 000 tonnes dans le cube à la Hague pour le moment, on ne sait pas quoi faire. On a aujourd'hui des centrales qui sont toutes vieillissantes. Et si l'histoire récente nous a montré une chose, c'est que les accidents nucléaires ne sont pas le propre des dictatures soviétiques. Fukushima, au Japon, a été la plus grande catastrophe du XXIe siècle d'un point de vue nucléaire. D'un point de vue environnemental, c'est assez sévère. C'était une des centrales sûrement les plus sûres du monde, dimensionnée à 8,9 sur l'échelle de Richter, dimensionnée pour résister à des tsunamis de 10 mètres. Bon, il se trouve qu'il y a un séisme à 9 et une vague de 15 mètres. Et c'était dans un des pays les plus technologiques du monde, un des pays les plus modernes, qui a une maîtrise extraordinaire de ce domaine-là. Et donc nous souhaitons sortir du nucléaire. Donc ça passera par la fermeture partie de Fessenheim et progressive des autres centrales. Donc en parallèle, le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, donc avec entre autres un programme d'isolation des logements de 700 000 logements par an. Un autre aspect aussi environnemental qui est assez important, c'est le transport. J'en parlais un peu tout à l'heure sur les pics de pollution. Je ne sais pas si vous connaissez un. Il y a quand même un certain nombre, dès qu'il y a un peu de circulation, on a une file ininterrompue de camions de Paris à Lille. Alors qu'on a des moyens en France, des infrastructures ferroviaires, certes un peu vieillissantes et contre genre d'investissement, mais un maillage qui est extraordinaire, qui est très dense. Et donc nous, on veut favoriser les ferroutages. Que les camions défassent la desserte locale, oui. Mais un camion qui va d'Espagne aux Pays-Bas, peut-être le mettre sur un train. Le troisième point que je vais aborder, qui est un des autres problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui dans la société et puis dans le monde, on a un problème de démocratie. La France se prétend une démocratie. Démocratie, ça veut dire pouvoir. Alors moi, ma conception de la citoyenneté, ça ne se limite pas à mettre un bulletin dans une urne de temps en temps. C'est déjà pas mal, hein, mais ça ne se limite pas à ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devant vous aujourd'hui en train de parler. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, on a des institutions qui encouragent le féodalisme. Des élus qui ont des fiefs, qui sont en poste, pour certains députés, ils en sont à la 7e, 8e mandat. Et qui sont, de fait, influencés. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont fait ça que ça de leur vie. Qui sont des professionnels politiques qui ne connaissent pas la vie des citoyens, des gens comme vous et moi, et qui sont, pour certains, je ne vais pas dire pour tous, hein, parce que c'est pas vrai, on est tous corrigés, mais pour certains corrompus. Il y a beaucoup d'élus qui font leur boulot très correctement, mais, si moi j'en connais qui font leur boulot très bien, mais le fait de rester en poste très longtemps implique qu'on est rentable. C'est-à-dire que quand un industriel, un lobby quelconque, va vous donner un costume, c'est un investissement à long terme. Si on change de député tous les 10 ans au plus, ça devient vachement moins intéressant. Il le garde. Et puis il y a le problème de la représentativité. Donc, non seulement l'Assemblée nationale est un ensemble en moyenne d'hommes blancs riches de 60 ans, ce n'est pas la image de la société française, mais il ne se renouvelle jamais. C'est-à-dire comment impliquer les citoyens dans le fonctionnement de leur République. Il ne faut pas oublier que la République, la démocratie, c'est un système qui appartient au peuple. On leur délègue une partie de notre pouvoir politique, mais il nous appartient avant tout. Et donc nous, la France Insoumise propose de changer la République pour passer à une 6e République. Donc, en rassemblant une assemblée constituante,
constitué pour partie de gens qui seront élus, pour partie d'experts, pour partie de gens tirés au sort, dont le rôle sera de rédiger une nouvelle constitution. Alors, c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et si nous, on aura sûrement des sympathisants de la France Insoumise dans cette assemblée constituante, mais ce n'est pas la France Insoumise qui va l'écrire. Par contre, nous, on exprime la voie qu'on voudrait les voir prendre. On voudrait les voir prendre la voie qui va donner plus de pouvoir politique aux citoyens. Aujourd'hui, le pouvoir économique, n'appartient pas aux citoyens. Le seul pouvoir que peut avoir le citoyen, c'est le pouvoir politique. Bon, le pouvoir de voter avec sa carte bleue quand il achète, quand il consomme des services. Et donc, ce qu'on va proposer et ce qu'on aimerait voir dans cette constitution, c'est entre autres un droit de révocation des élus. C'est-à-dire le fait d'amorcer un référendum local, après un certain temps de mandat, sur sollicitation de 1% du corps électoral, donc pour une ville ce serait 1% des citoyens de la ville, pour la France ce serait 1% des Français, où les gens auraient à s'exprimer, est-ce que je considère que cet élu il fait du bon boulot, il est conforme à ce qu'il avait dit, ou je considère qu'il fait du mauvais boulot. Et s'il n'applique pas son programme, et que la majorité du corps électoral sollicité vote, le candidat est retiré, enfin l'élu est retiré, et il y a de nouvelles élections pour venir, auxquelles il pourrait peut-être se représenter, mais peut-être peu de chances de tout. Je parlais tout à l'heure un peu de la corruption des élus. Bon alors, il y a eu des exemples récents, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y en a eu, ça fait des années que ça existe. Aujourd'hui, c'est vrai que la société, de par la médiatisation et l'exigence de transparence qui croît, on en voit plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, les gars étaient moins corrompus. Vous voyez peut-être moins. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'appliquer les critères des chartes d'Anticor, Transparency International. Alors moi, personnellement, pour pouvoir être candidat, je l'ai signé. Cette charte implique, entre autres, de ne pas accepter de cadeaux, pas de rémunération en dehors. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'amener à des élus responsables, à la fois de leurs propositions, de leur programme. Évitons encore quelqu'un qui nous dit, qui se dit d'un bord politique et qui promeut la déchéance de sa nationalité, par exemple, quelques années après, complètement contraire, par exemple, à abolir la réserve parlementaire. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. La réserve parlementaire, c'est une enveloppe qu'ont les députés, dont ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a aucun contrôle. Enfin, ils la distribuent en général dans leur circonscription. Alors certains utilisent ça pour faire des dons aux associations, aux œuvres de bienfaisance. Bon, il y a quand même eu sur certains élus des forts soupçons qu'ils utilisaient pour acheter des voix. 100 000 euros pour un député. Je n'ai pas de chiffre. 100 000 euros pour un député. Avec 100 000 euros, M. Burke, il peut faire un certain nombre de choses. Je ne le rentre pas là-dedans, je ne sais pas ce qu'il circonscription. fait de son enveloppe parlementaire. Un autre aspect de la rémunération des députés, par exemple, c'est les frais de représentation. Alors, un député, ça a des frais. Ça a besoin peut-être de temps en temps d'inviter des gens au restaurant, j'en sais rien, des déplacements, tout à fait. Alors moi j'ai des frais dans mon travail. Je me déplace, j'invite des clients au restaurant, je fais des notes de frais. Je me fais rembourser sur justificatif, avec un plafond. Je n'ai pas une enveloppe de plusieurs 5 000 euros par mois, donc je fais ce que je veux. De même, moi je considère que être élu, alors peut-être pas un élu municipal, des choses comme ça, mais être élu, député, maire d'une ville d'une certaine importance, président d'un conseil général, c'est un boulot à plein temps, quel que soit le mandat de ce niveau. Donc nous maintiendrons la réforme qui est passée récemment de non-cumul des mandats entre un mandat parlementaire et un exécutif local. Et
comme j'en parlais tout à l'heure, on va aussi instaurer le non-cumul dans le temps. C'est-à-dire qu'un maximum de 2 mandats, par exemple, consécutifs, enfin même dans la vie, sur une certaine fonction. Donc, voilà, j'ai exposé un certain nombre de points du programme, pas l'ensemble, hein, parce qu'il est riche, il est long, il y a plein de choses, évidemment. Mais, pour conclure en quelques mots, voilà, moi j'ai fait le constat que l'état du monde aujourd'hui, l'état de la France, on a voilà, 3 axes principaux, un problème de partage des richesses, un problème d'environnement, j'y reviens, mais l'environnement, enfin, c'est la santé de demain, et c'est la nourriture de demain, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et un problème de démocratie, de fonctionnement de notre démocratie. Et j'ai trouvé, quand je me suis commencé à m'intéresser à ce qui allait se passer cette année, que le programme de M. Mélenchon, de la France Insoumise, parce que je rappelle que c'est une écriture collective, hein, c'est pas, même si il y a pris une bonne part, était celui qui permettait de répondre de façon plus juste à ces enjeux, et celui qui allait vraiment nous amener un progrès de l'humanité. Il y a 200 ans à peu près, la France a été précurseur en termes de droits de l'homme, en termes de république. Et beaucoup de pays nous ont suivis, pas tous, il y a encore beaucoup de gens à convaincre, mais beaucoup de pays nous ont suivis. Quand on voit les révolutions qu'il y a eu au XIXe siècle, elles étaient inspirées de la révolution. Et à l'époque, quand on l'a fait, on s'est retrouvé en guerre avec toute l'Europe. Parce qu'on mettait en question le modèle de société, le modèle politique qui était majoritaire dans ces... Et c'est ce qu'on propose de refaire. Alors peut-être qu'on va se retrouver en guerre avec toute l'Europe. J'aimerais qu'on évite. On ne sait pas discuter. Mais aujourd'hui, je pense que la France peut devenir un modèle, redevenir un phare pour un progrès de l'humanité. Et c'est vraiment, moi, ce que je porte ce programme. Et c'est vers ça que je veux qu'on aille. Merci de m'avoir écouté. Et avec mes collègues, on va répondre à vos questions. Bah déjà, dis-toi bien qu'on est d'accord, du moins pour moi. Mais toi, je sais que t'es d'accord. C'est pas une question, mais une remarque. Je crois aussi que quand tu parles de l'Europe, la situation aussi, c'est une alternative à l'extrême droite. Parce que ce qui se passe, la confiscation du bien de l'intérêt général et ainsi de suite, ça pousse des gens dans les bras d'une certaine faction qui croit un peu partout en Europe et qui, elle, aspire à des changements, mais avec des méthodes qui sont absolument éloignées des nôtres. Non, et puis des objectifs qui sont très éloignés des nôtres. L'extrême droite, ça jamais, même s'ils essayent de faire croire qu'ils vont travailler pour les ouvriers ou défendre l'intérêt des ouvriers, il suffit de tourner un petit peu les pages de l'histoire et de remonter dans le temps. L'extrême droite, c'est faire tirer l'armée contre les grévistes. Ça n'a pas été d'augmenter le SMIC ni de voter des lois sociales, hein, jamais. C'est un peu tôt pour en parler, on peut parler des législatives. Je réponds à tes questions. Le Front de gauche propose des candidats, et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que déjà, avec le Parti communiste, il est voulu faire des petits Quel parti communiste? Là, moi, je ne vois pas de... Il y a plus de Front de gauche. Voilà, je ne sais pas Le s'il y a Parti des communiste, communistes effectivement, va pas, proposer des candidats il y a des gens dans la surtout. plupart des circonscriptions, je suppose, en particulier ici. Bon, alors, vous savez peut-être que Jean-Luc Mélenchon discute avec le Parlement, il essaie de se mettre d'accord. Le Parti communiste a un peu de mal à avoir un soutien franc et entier. Et, enfin, moi, j'avais invité, quand on était dans le processus de recherche d'un candidat pour la circonscription, le Parti communiste, les communistes du coin à venir, et puis à discuter. Moi, j'étais prêt, s'il y avait eu un accord, c'est-à-dire, pour pouvoir être candidat de la France Insoumise, on signe une charte. Une charte qui parle de non-cumul des mandats, qui parle des critères d'anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui parle de financement des partis politiques. Et c'est là que le bas blesse. Il faut savoir que les partis politiques
sont financés par de l'argent public, en partie. Enfin, c'est un des points qui les omet. Ouais, je ne suis pas certain que le bas blesse, hein, parce que justement, le propre de la charte, c'est que tout est écrit. Alors, au lieu d'avoir des combines et des arrangements derrière les fagots, dans la charte, il est écrit que toutes les forces qui concourront et qui s'inscriront dans la France Insoumise, qui est un rassemblement, auront leur part, ce qui fait que si un candidat issu du Parti communiste signe la charte des Insoumis, qu'il est le candidat titulaire, eh ben, les 1,60 € et quelques qu'apporte chaque électeur en votant pour lui reviennent au candidat, au parti d'origine du candidat. En toute franchise, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont venus avec... Donc c'est totalement incompréhensible. On a eu des... Moi je suis co-secrétaire du parti de gauche dans l'Oise. On a eu des rencontres avec le Parti communiste. Mais on a essayé de leur expliquer que s'ils y allaient, ils feraient 100 voix. Que les insoumis... Non, mais c'est une question... Non, mais c'est une question à laquelle la réponse, elle est simple. On pense que si on y allait ensemble, on ferait bien davantage de voix que les communistes tout seuls, et ça ne marche pas. Ils ont décidé, eux, d'y aller en autonomie. Tu citais le Front de gauche, ça n'existe plus, le Front de gauche. C'est une... enfin bref... mais non, mais la difficulté, elle est que quand même, le Front de gauche, ça a été un moment... Je ne fais pas l'historique du Front de gauche. Ça a un moment été une dynamique. Aujourd'hui, la dynamique, c'est la France Insoumise. Voilà. Bon, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ce qui se pose comme... ce qu'on est en train de réfléchir, ce serait plus un accord de non-agressivité sur la circonscription, mais le débat d'une liste commune a été clairement refusé par nos amis communistes. Et donc, malgré qu'on l'ait proposé, et donc c'est sorti, ce débat n'aura plus lieu. Et est-ce que ça peut évoluer après les présidentielles? Les législatives, ça peut évoluer en fonction des résultats des présidentielles. On va déposer Ouais, mais les dépôts des candidatures, c'est entre le 15 et le 19 mai. Et puis jusqu'à la veille du scrutin, tu peux te retirer. De toute façon, les gens peuvent passer d'un camp à l'autre, quoi. Les gens peuvent choisir. Enfin, voilà, les partis, je ne sais pas de quel parti on parle aujourd'hui. Ça arrange. Là, c'est la présidentielle d'abord. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur des gens de gauche qui sont prêts à discuter, j'ai rencontré sur le marché de Chantilly des militants d'Europe Écologie qui sont plus prêts à discuter. Ah, moi aussi. Pour le hein. moment, ils annoncent les mecs qui veulent sur la discuter. mais peut-être. En tout cas, il y a déjà des affiches qui existent, qui circulent sur Internet. Avec des affiches qui sont aux couleurs du Parti de gauche d'ailleurs. Moi, je fais la mienne. C'est assez surprenant. C'est bon, sujet clos. Non, mais y a-t-il d'autres questions? Oui, sur la répartition des richesses tout à l'heure, je suis d'accord globalement, mais effectivement la France est riche. Et pourquoi taxer encore plus, etc. Et pourquoi ne pas mieux répartir les impôts déjà existants? Hier, il y avait un débat avec Macron, et en fait, il y avait, je crois que c'est un mec qui s'appelle Raffin, il a évoqué des chèques. Effectivement, par exemple, le CICE, 22 milliards, ont été débloqués, mais la moitié pour les grandes entreprises. Qu'est-ce que le parti La France Insoumise propose pour éviter que ces grandes entreprises puissent en profiter et que finalement cet argent qui est présent puisse être réparti sur les plus petites entreprises et permettre en fait des embauches. Alors sur les grandes entreprises, un point c'est que je parlais tout à l'heure un peu des bénéfices et des dividendes. Donc 75 milliards, je parle du CAC 40, c'est je connais, mais il y a d'autres grandes entreprises qui ne sont pas là-dedans, donc bref. 75 milliards, 55 milliards distribués, donc à la louche, ça fait 70% distribués en dividendes. Il y a une trentaine d'années, c'était 20% qui était distribué en dividendes et le reste qui était en investissement dans une entreprise. Et une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui va moderniser ses matériels, qui va produire mieux, qui va progresser, qui va gagner des marchés. Nous, on va imposer que ce soit 50%. C'est un peu obligé. Après, sur l'aide aux petites entreprises, donc effectivement, bon, déjà, il y a tout un volet que je n'ai pas abordé, mais qui est tout le volet investissement. La transition écologique, entre autres, on va faire énormément d'investissements qui vont toucher, quand on est installateur de panneaux solaires, on est une petite entreprise. Par exemple, l'investissement dans l'agriculture, je parle de transition, il va y avoir un investissement. Il va 400 falloir 000 emplois à créer dans l'agriculture pour permettre de favoriser des circuits courts et une agriculture saine. Et du coup, l'argent, il est là, il est présent.
pas la peine d'obliger de. Mais j'ai noté un truc, où est-ce que j'ai noté ça? C'est pas des autres. Mais en fait, cet argent-là, c'est pas de les CICE augmenter. en particulier, C'est on va le modifier. réorienter. Ouais, Ces 22 c'est ça milliards qu'il par an, on faut va le réorienter sur la transition écologique. Un truc comme ça, je crois, ouais. On les augmente pas, on les répartit différemment. On fait en sorte que chacun paye à la hauteur de sa contribution. Je veux parler, monsieur, mais je veux pas. Lève-toi. En fin de compte, effectivement, cet argent, il existe. Et on va pas, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va plus le donner au patronat d'entreprises Qui va aux en actionnaires. normes. On va juste on va le garder, cet argent, on va pas le jeter à la poubelle. On va le réinvestir. Et le nerf un peu de la campagne, on va dire, de création d'emplois de notre programme, elle se tourne vraiment sur la transition écologique. Alors Martin a raison quand il parle des panneaux solaires. On va avoir l'arrivée d'éoliennes, mais on a aussi toute cette campagne d'isoler au niveau thermique 700 000 logements par an. Ce sera bien des entreprises, des petits entrepreneurs qui vont le faire, et ces petits entrepreneurs pourront profiter de cet argent. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, non, mais c'est parce qu'en fait, on voyait donc 14 tranches d'impôts, tout ça, machin. J'avais l'impression qu'on était focusé encore sur les gens, enfin les particuliers qui avaient payé l'impôt, alors que finalement, c'est même pas la question. L'impôt est payé, l'argent est là, Après, quand je il est mal parle réparti. Voilà. Comment est-ce que vous allez mieux le répartir? Quand je Justement, parle de lutte en contre la fraude France. fiscale, aussi, c'est rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, depuis peu, sont obligées de déclarer leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices par pays, et les entreprises sont obligées de le faire. Et nous, on veut imposer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que Apple, par exemple, prend une entreprise. Ouais, mais la fraude fiscale, c'est différent. Bah, j'inclus l'évasion, en fait. Parce que là, vous mettez les grosses entreprises en haut, alors que la fraude fiscale, je suis désolé de le dire, mais ça touche tout le monde. Ouais, à la Même TVA, les plus par petits exemple. Ouais. artisans, tout le monde ne peut pas se... Ah, tout le monde veut On taper fait dans du le blague, pot. quoi, Hein. il y a pas de souci. Ouais, Mais c'est pas à hauteur de milliards, je suis d'accord. Mais comme c'est des milliers de personnes, je ne sais pas combien ça représente, mais la fraude fiscale touche tout le monde, alors que les impôts pas payés des grandes entreprises, effectivement, ça ne touche que les grandes entreprises. Je sais plus, j'ai vu la fraude. Bah, Mais plus bon, de- il y a aussi la difficulté, c'est qu'une petite entreprise ou un artisan, il est quasiment imposé, je sais pas, 3, 4, 5 fois plus que la grande société. Donc, le constat, il n'est pas difficile à faire. On peut faire mieux que ça, quoi. On peut faire mieux que ça. Le CICE dont vous parliez, de l'aveu même des responsables du patronat, la majeure partie de cet argent-là a été versée directement aux actionnaires pour, soi-disant, les rassurer et je veux pas faire un tour plutôt sur l'Anthropocène, par exemple. et initier une relance qu'on n'attend Voilà, pas. ça serait mieux. Donc les Ça permettrait 50 d'ouvrir milliards un peu plus qu'on a été chercher dans la poche de tous les l'explication Français, et les en détails. fin de compte, il a Attends, sauf atterri s'il y a Voilà, dans des les fonds de questions. pension Bah, tu veux une canadiens, qataris, Guy, il faut américains. stopper parce que sinon Oui, très, très calé. Est-ce que vous Tu vas répondez la voir, ta à... réunion, tu vas la voir. Tu me poses une question. Alors, moi, par exemple, j'ai une question. Pour voir un peu, est-ce que tout le monde comprend le mot anthropocène dans la Je peux salle? expliquer. L'anthropocène, c'est un terme. Alors, scène, c'est. Anthropo commence. Anthropo, c'est l'homme. Et scène, c'est le suffixe qu'on met pour désigner les aires géologiques. Jusqu'à maintenant, on était dans l'Holocène. La Alors, je Terre, sais pas ce que ça veut dire. La Terre. L'Union des géologues mondiaux là, dit que maintenant on était dans l'Anthropocène. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité humaine est le facteur majeur de changement géologique. Sachant que quand on parle de changement géologique, normalement on parle en millions d'années. Le climat. On parle de climat, on parle de pollution du sol, de l'eau, Soyons de l'air, concrets. de biodiversité. Enfin là, il y a eu un rapport, c'était le BVF, je crois, qui a sorti il y a quelques temps, qu'il y avait 60% des espèces de... 58%, 50, ouais. On va dire à 50. 50% des espèces de vertébrés qui avaient disparu en 40 ans. À peine. La dernière fois que c'est arrivé, c'est à l'époque des dinosaures, 65 millions d'années. On est dans cet impact-là. Il n'y a pas que ça. Non, mais je parle de... Et pour eux, revenir, alors moi là où je veux venir en disant l'Anthropocène, c'est surtout l'Anthropocène, donc la Terre, là, qui commence à changer à cause de notre activité, nous les humains. Pas les fourmis, mais nous les humains. C'est-à-dire que là, il y a pire, il y a le nucléaire. Et avec le nucléaire, on a fabriqué des folies. On a fabriqué des atomes qui n'existaient pas sur Terre. C'est-à-dire que ces atomes existent peut-être dans le Soleil, mais on n'est pas été voir dedans pour voir exactement à quel moment ils existent. C'est au moment de la fission. Donc on a fait des atomes qui ne sont pas prévus dans notre système, c'est-à-dire dans notre espace-temps. Alors là, je vais aller un peu loin parce que j'adore le quantique. Okay, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le quantique? Voilà. Donc on va aller directement, on va aller encore plus loin. On va aller. Est-ce que les gens connaissent le déterminisme?
Superbe, ben voilà, c'est là que je voudrais qu'on aille ce soir, dans le déterminisme. Et après, on peut redescendre. Je veux bien qu'on essaie d'y aller. Non, mais voilà. Donc, non, on reste à l'Anthropocène. On reste programme. simplement à l'Anthropocène. Simplement à l'Anthropocène. Là, c'est ce qui nous concerne tout le monde. Nos poubelles devant nous, je jette mon mégot par la fenêtre. Tout ça, c'est l'Anthropocène. Et ça, c'est le petit. Mais par contre, moi, ce qui me fait très peur, c'est le nucléaire. Et Mélenchon, il a commencé à nous le dire. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui captent. Et c'est vrai que ça nous fait tout, le nucléaire. Et moi, j'adore. Hein. J'adore l'informatique, j'adore le... S'il n'y avait pas d'électricité, je serais très triste. Je serais peut-être aussi très heureux, ou alors très simple, on va dire. Je suis pas activiste, hein, moi, je suis pour moi, juste pour moi. Ouais. Le problème qui se passe à chaque fois que les gens nous tiennent des discours politiques, voilà. c'est que oui, on va relever, mais quand il y a la menace de l'emploi, on n'aurait dit plus rien. Non, mais là, il faut même... Attention. Alors, justement, excusez-moi, mais moi je vous pose la question à l'Assemblée, est-ce que vous, messieurs, dames, si vous avez un métier considéré comme polluant ou néfaste ou nuisible pour la santé, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous êtes prêts à remettre en question votre métier, quitte à demander à votre employeur actuel de dire mais moi je veux être formé, il faut exiger, il faut d'accord. Pour dire mais moi je veux bien quitter mon emploi. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont un métier comme ça Est-ce qu'on peut laisser répondre, Marc? Ouais. Alors effectivement, et c'est un argument. Effectivement, en France, le nucléaire, en direct et puis avec les effets indirects, emploie beaucoup de monde. Oui. Une décision de ce matin. Mais une fois qu'on va fermer... Elle va fermer, ça y est, c'est décidé, mais 2019. L'histoire des bouts rouges dans le sud. Exactement. Depuis des années, c'est dénoncé. Et comme ça, c'est les autorisations sont rendues directement. Hein. On a tous vu l'émission. On va répondre en lien avec l'avenir en commun qui est l'avenir en commun qui est le programme de Boris Mélenchon. Alors, de fait, si on ferme des centrales nucléaires, il va falloir en faire quelque chose, on va pas les laisser bien sûr. Le démantèlement aujourd'hui va nécessiter du travail de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, bon, et puis de l'administratif, des financiers, enfin voilà, ça va employer plein de gens. Aujourd'hui, ça va créer plus d'emplois de démanteler les centrales que de continuer de les faire tourner. La transition écologique, c'est-à-dire déployer des éoliennes, des panneaux solaires, de l'hydrolien, du maritime, comment ça s'appelle? C'est l'hydrolien. Ah oui, ce genre de choses. Je pensais à l'hydraulique, les barrages. Déployer ce qu'il va falloir pour produire l'électricité dans un mois, ça va être un peu énorme. Je parlais tout à l'heure de l'isolation des logements. Ça va également générer énormément d'emplois. On estime aujourd'hui à peu près 700 000 emplois créés par cette transition. Le problème, c'est que c'est les lobbies. Vous avez des gens qui n'arrivent pas, même s'ils sont en faillite, tout le monde sait que de toute façon le nucléaire ne se plante pas, pour l'instant ils sont en déficit, etc. Mais le français, demandez dans la rue, le français lambda, ils sont tous pour le nucléaire, parce qu'ils disent c'est l'énergie. Après les lobbies, parce que les gens, on leur bourre la tête. Non mais bien sûr. Les lobbies, et je ne sais pas si vous avez suivi un peu la campagne de Mélenchon d'une manière générale et la campagne de toute cette campagne éducative qu'a fait la France Insoumise par ses camarades insoumis, etc. Le but du jeu, c'est bien d'arriver et bien évidemment de gagner la présidentielle, de gagner les législatives, et d'arriver avec des citoyens qui sont formés à ces problématiques et qu'on soit prêt à mettre au pas la finance. C'est l'objectif de notre programme. C'est un programme qui est d'une part en papier, qui est accompagné de 22 livrets. 30. Ah ouais, c'est parti, au début c'était 22, on est parti sur 40 livrets. Je ne les ai pas tous lus, hein. Ça a été chiffré, et aujourd'hui on est une force, et on propose justement, effectivement, les lobbies c'est un problème. Areva c'est un problème, FH c'est un problème, toutes ces entreprises qui ont un pouvoir financier sont un problème. Et bien on propose de les mettre au pas. Voilà. Et ça passe par tout, ça passe par des réformes fiscales, ça passe, j'ai envie de dire, pas le terme menace peut-être, mais par une réelle politique économique, un vrai engagement de la part de l'État dans la politique économique. C'est bien ce qu'on propose, de manière générale. Sur les lobbies en particulier, je ne retrouve pas la page exacte, mais j'ai vu dans le programme et dans différentes interventions que déjà on va leur demander de ne plus, on va faire dire l'entrée des lobbies
nationale, et mettre en place des mesures qui seront existantes, en particulier dans les pays scandinaves, que tout politique est obligé de déclarer les rencontres qu'il fait avec ses ça, et même l'Union européenne pour un certain nombre de choses là-dessus. Aujourd'hui, en France, c'est complètement transparent. Si un député ou un autre, quel que soit le bord, est invité à manger par Areva, par Monsanto, par je ne sais qui, personne ne le sait, à part si la presse le dit. Monsieur, là, une question tout à l'heure. Oui, moi c'était un autre tout à fait. Bon, c'était intéressant d'être sur du lobby parce que aussi les lobbies pharmaceutiques, dont on sait que certains membres de notre gouvernement actuel et certainement le président de la République sont liés. Mais bon, je devais un peu aborder cette question. Moi, la question, elle était sur la question de l'avenir des communes. Moi, je me présente parce que je suis Lucien Nicolas. J'ai eu ma carte au Parti communiste. J'ai quitté le Parti communiste en 2007 parce que j'étais délégué pour la 4e circonscription avec d'autres amis en 2006-2007, c'est pas si vieux que ça, lors des comités antilibéraux qu'on avait formés parmi les 800 comités antilibéraux. Et j'avais ma carte à ce moment-là, le Parti communiste. Je l'ai rendue immédiatement, comme ma collègue d'ailleurs, après la mainmise du Parti communiste sur la présidentielle, alors qu'il y avait à ce moment-là d'autres candidats. Voilà, bon, c'est pour la petite histoire. Je ne sais pas si le collègue du Parti de gauche était au congrès de Saint-Ouen, mais en tout cas, voilà, j'ai compris définitivement ce qu'était le Parti communiste et son organisation. Bref, donc je suis toujours élu à